Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Le noyau à arbre. Le moment parfait pour planter un avocat, c'est exactement ce que je vais clarifier dans cette vidéo, parce que c'est là que tout se joue. Beaucoup de gens arrivent à faire germer un noyau d'avocat dans l'eau, voient une racine apparaître, parfois une tige sortir, et pensent que le plus dur est fait. En réalité, le vrai tournant, c'est le moment où il faut décider quand le planter en terre. Trop tôt, le noyau peut stagner ou pourrir. Trop tard, les racines deviennent fragiles, s'en mêlent ou s'adaptent mal au changement. Et si on choisit le bon moment, avec les bons gestes, on transforme un simple noyau récupéré en une plante vigoureuse, qui peut vraiment prendre l'allure d'un petit arbre. Je vais donc tout expliquer en détail, depuis le choix du noyau jusqu'aux soins à apporter après la mise en pot, pour que vous sachiez exactement quoi faire, quoi observer et surtout à quel moment agir sans hésiter. Quand je parle du moment parfait pour planter un avocat, je parle bien du noyau d'avocat qu'on a soit commencé à faire germer dans l'eau, soit parfois laissé démarrer directement en substrat. La plupart du temps, on utilise la méthode classique avec des cure-dents et un verre d'eau parce qu'elle permet de suivre visuellement le développement. C'est pratique, mais cela pousse aussi beaucoup de personnes à attendre trop longtemps simplement parce qu'elles aiment voir les racines grandir. Or, le but n'est pas d'avoir la plus longue racine possible dans un verre. Le but est d'obtenir une plante capable de s'installer durablement en terre. Le moment idéal ne se décide donc pas au hasard, ni à une date fixe, il dépend de plusieurs signes très précis que je vais détailler. D'abord, il faut comprendre comment se développe un noyau d'avocat. Après quelques semaines, parfois 2, 3, 4, 6 ou davantage selon la température et la fraîcheur du noyau, l'enveloppe brune se fend. Une racine principale commence à sortir vers le bas. Ensuite, une tige émerge vers le haut. À ce stade, le noyau puise encore dans ses réserves internes, mais il prépare déjà son autonomie. Ce qui compte, c'est l'équilibre entre le système racinaire et la partie aérienne. Si je plante alors que seule une minuscule racine est présente, l'installation en terre peut être plus délicate, car le noyau n'a pas encore assez de structure pour absorber efficacement l'eau et s'ancrer. Si j'attends qu'il y ait une racine bien formée, avec une longueur confortable et de préférence une tige déjà visible ou prête à sortir, les chances de reprise sont bien meilleures. En pratique, le meilleur moment pour planter, c'est quand la racine principale mesure environ entre 8 et 15 cm et que la tige a commencé à sortir ou montre clairement qu'elle va se développer. Si la tige atteint déjà quelques centimètres, c'est très bien. Si elle a même commencé à produire de petites feuilles, on peut encore planter, mais il ne faut pas tarder davantage. L'erreur fréquente, c'est de garder le noyau trop longtemps dans l'eau jusqu'à ce que la racine fasse 20, 25 ou 30 cm, parfois plus, avec de nombreuses radicelles très fines. À ce stade, la transplantation devient plus stressante car ces racines aquatiques sont très tendres et se cassent facilement. En plus, elles sont habituées à un environnement constamment humide et oxygéné, différemment de la terre, donc l'adaptation peut être brutale. Autrement dit, voir une grande racine dans l'eau est impressionnant, mais ce n'est pas forcément le signe qu'on a attendu le bon moment. Souvent, le meilleur moment arrive plus tôt qu'on ne le pense. Si je fais germer le noyau directement en terre, la logique est un peu différente, parce que je n'observe pas les racines. Dans ce cas, le bon timing correspond surtout au moment de la mise en place initiale. Je plante alors le noyau dès le départ, généralement à moitié enterré, pointe vers le haut, base plus large vers le bas. Cette méthode évite le choc de transplantation, mais demande plus de patience, car on ne voit pas ce qui se passe. Beaucoup préfèrent donc la germination dans l'eau pour se rassurer. Aucune des deux méthodes n'est mauvaise, mais si l'objectif est de savoir précisément quand planter, la méthode dans l'eau permet d'identifier un stade optimal assez facilement. Le noyau lui-même a aussi son importance. J'obtiens de meilleurs résultats avec un noyau frais, provenant d'un avocat bien mûr mais pas abîmé. Un noyau qui a séché plusieurs jours germe souvent moins bien. Je le nettoie doucement pour retirer les restes de pulpe sans gratter trop fort.
Certains enlèvent complètement la fine pellicule brune, mais ce n'est pas indispensable. On peut le faire délicatement si elle se détache facilement, car cela peut parfois accélérer légèrement la germination, mais ce n'est pas une obligation. Le plus important, c'est de ne pas blesser le noyau. La partie pointue doit être vers le haut et la base plus plate vers l'eau ou vers le substrat. Une simple inversion empêche souvent la germination ou la ralentit fortement. La température joue un rôle énorme dans le bon moment de plantation. Un noyau qui germe dans une pièce chaude, lumineuse, mais sans soleil brûlant direct, évolue plus vite et plus sainement. Si l'environnement est frais, tout ralentit. Et cela a une conséquence importante. Il ne faut pas se fier uniquement au calendrier. Ce n'est pas parce que le noyau est dans l'eau depuis 4 semaines qu'il faut le planter. S'il n'a qu'une petite racine hésitante, j'attends encore. À l'inverse, si en 3 semaines j'ai déjà une belle racine et une tige en formation, je peux planter sans problème. Le bon moment n'est donc pas une durée universelle, c'est un stade de développement. Quand ce stade est atteint, la question suivante est simple. Dans quoi planter l'avocat pour qu'il continue sa croissance au lieu de s'arrêter net? Le choix du pot est essentiel. Je recommande de commencer avec un pot ni trop grand ni trop petit, avec impérativement des trous de drainage. C'est non négociable. Un pot trop grand retient trop d'humidité autour d'un système racinaire encore limité, ce qui favorise la pourriture. Un pot trop petit sèche trop vite et bride les racines. En général, un pot de taille moyenne pour un jeune noyau germé est idéal, quelque chose qui laisse un peu d'espace à la racine sans la perdre dans une masse énorme de terre mouillée. Les pots en terre cuite respirent mieux, mais sèchent plus vite. Les pots en plastique retiennent davantage l'humidité. Les deux peuvent convenir à condition d'ajuster l'arrosage. Le substrat doit être léger, drainant et capable de retenir juste ce qu'il faut d'humidité sans devenir compact. Une terre lourde, collante, qui reste gorgée d'eau est l'une des raisons principales pour lesquelles les jeunes avocaciers dépérissent après la plantation. J'utilise idéalement un mélange de terreau de bonne qualité avec un élément drainant comme de la perlite, du sable grossier ou une autre matière aérée. L'idée, c'est que l'eau puisse traverser le pot sans stagner, tout en laissant aux racines assez de contact avec l'humidité. Un noyau d'avocat aime l'humidité régulière, mais déteste avoir les pieds dans l'eau. Cette nuance est fondamentale. Au moment de planter, je manipule toujours le noyau avec douceur. La racine principale ne doit pas être pliée brutalement, ni forcée dans un trou trop étroit. Je prépare d'abord le substrat légèrement humide, pas détrempé. Je fais un trou suffisamment profond pour accueillir la racine presque entièrement, sans la comprimer. Ensuite, je place le noyau de façon à ce que sa moitié supérieure reste visible hors du substrat, ou au minimum que le haut du noyau ne soit pas enterré trop profondément. C'est un détail important, parce qu'un noyau complètement enfoui dans une terre trop humide risque davantage de pourrir. Le laisser partiellement visible aide aussi à surveiller son état. Je tasse très légèrement autour, juste assez pour stabiliser l'ensemble, puis j'arrose modérément pour mettre le substrat en contact avec la racine. Juste après la plantation, beaucoup font une erreur classique. Soit ils noient la plante de peur qu'elle manque d'eau, soit ils n'osent presque plus arroser. En réalité, les premiers jours demandent un équilibre. Le substrat doit rester légèrement humide, mais jamais saturé. Si la surface sèche un peu, ce n'est pas dramatique, mais je vérifie toujours l'humidité plus en profondeur avant d'arroser à nouveau. Tant que le système racinaire s'adapte à la terre, l'excès d'eau est plus dangereux qu'un léger manque ponctuel. Une racine habituée à l'eau doit maintenant apprendre à fonctionner dans un milieu où l'air circule entre les particules du substrat. Si ce milieu est noyé, elle étouffe. La lumière après la plantation est un autre point décisif. Un jeune avocat a besoin de beaucoup de lumière pour pousser correctement. Sinon, la tige s'étiole, s'allonge exagérément et devient faible. En même temps, juste après un changement de milieu, je ne l'expose pas d'un coup à un soleil brûlant de plein après-midi derrière une vitre. L'idéal, c'est une lumière vive, abondante, avec éventuellement du soleil doux le matin ou une exposition très lumineuse filtrée au départ.
Une fois que la plante reprend bien, développe de nouvelles feuilles et montre qu'elle s'installe, on peut progressivement l'habituer à davantage de soleil, selon le climat et la saison. Cette adaptation progressive évite les brûlures et le stress. La saison a également son importance. Même si on peut faire germer un noyau d'avocat à l'intérieur à presque n'importe quel moment de l'année, le moment le plus favorable pour la plantation et surtout pour la reprise active correspond souvent au printemps ou au début de l'été, lorsque la lumière augmente et que la croissance naturelle est plus dynamique. Si je plante en plein hiver dans une pièce sombre, la reprise sera souvent lente, parfois décevante. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut alors compenser par un emplacement très lumineux et accepter une croissance réduite. Si je veux maximiser mes chances, je garde en tête que l'avocat est une plante de climat chaud qui réagit fortement à la lumière et à la température. Beaucoup se demandent s'il faut attendre que plusieurs feuilles se développent avant de planter. Ma réponse est non, pas forcément. Attendre une tige et quelques feuilles peut rassurer, mais ce n'est pas nécessaire d'aller si loin. Dès que la racine est bien formée et que la tige est présente ou clairement en train de sortir, je considère que le moment est bon. D'ailleurs, planter à ce stade permet à la jeune plante de former rapidement un système racinaire adapté à la terre avant que la partie aérienne ne devienne trop dépendante d'un équilibre fragile dans l'eau. Plus on attend, plus la plante investit dans un mode de croissance qu'il faudra ensuite modifier. Le passage en terre n'est pas un simple changement de contenant, c'est un changement d'environnement physiologique. Il faut aussi parler des signes qui montrent qu'on a attendu trop longtemps. Si les racines deviennent très longues, translucides, cassantes, très ramifiées dans l'eau, si elles tournent au fond du verre, si la tige est déjà haute et que les feuilles commencent à pâlir, il est temps de planter immédiatement. Un autre signe d'attente excessive, c'est l'eau qui doit être changée très souvent parce qu'elle se trouble vite. Cela indique que le système vivant est devenu plus exigeant et qu'il ne profitera pas éternellement d'un simple verre d'eau. À l'opposé, si le noyau est fendu mais ne produit qu'une petite racine de quelques millimètres, je patiente encore. Si je plante à ce stade, je prends le risque d'enfouir un noyau qui n'a pas encore montré une vraie vigueur. Une question revient souvent. Faut-il ajouter de l'engrais juste après la plantation? Je préfère être prudent. Le noyau contient déjà des réserves et un jeune système racinaire fraîchement installé peut être sensible. Un substrat de bonne qualité suffit largement au début. Je n'apporte pas d'engrais immédiatement. J'attends que la plante soit bien reprise, qu'elle ait développé plusieurs feuilles et montré une croissance active. Ensuite seulement, si besoin, je peux utiliser un engrais doux, bien dosé, pendant la période de croissance. Trop nourrir trop tôt fait souvent plus de mal que de bien. La suite après la plantation est presque aussi importante que le bon timing. Pendant les premières semaines, j'observe la plante sans la déranger constamment. Si la tige continue de pousser, si les feuilles se déploient, si la couleur reste saine, c'est bon signe. Une légère phase de ralentissement peut arriver, car la plante consacre de l'énergie à adapter ses racines. Ce n'est pas forcément inquiétant. En revanche, si la tige noircit, si le noyau devient mou, si une odeur de pourriture apparaît, ou si le substrat reste trempé longtemps, il y a probablement un problème d'excès d'eau ou de mauvaise aération. À l'inverse, si les feuilles se recroquevillent, brunissent aux extrémités et que la terre sèche totalement très vite, il peut s'agir d'un manque d'eau ou d'un air très sec, surtout en intérieur chauffé. L'avocat pousse parfois vite, mais il a aussi ses phases d'hésitation. Il ne faut pas croire qu'une croissance irrégulière signifie forcément un échec. Certains noyaux explosent littéralement de vigueur, d'autres prennent leur temps. La génétique du fruit d'origine joue, mais aussi les conditions de culture. Ce qui fait souvent la différence, c'est la régularité des soins. Un avocat aime une routine cohérente, bonne lumière, arrosage équilibré, température stable, pas de courant d'air froid et un pot bien drainé. Quand ces éléments sont réunis, le passage du noyau à la jeune plante se fait beaucoup plus naturellement. Quand la plante grandit, je pense aussi à sa forme. Beaucoup de jeunes avocatiers issus de noyaux ont tendance à monter tout droit avec une longue tige peu ramifiée. Si je veux un port plus touffu et plus harmonieux, je peux pincer ou tailler légèrement la tige principale après qu'elle a atteint une taille suffisante et qu'elle est bien établie. Cela encourage la ramification latérale.
mais je ne me précipite pas. Tant que la plante est encore en phase d'installation après la plantation, je la laisse d'abord gagner en force. Une taille trop précoce est inutile. Le plus important au début, c'est d'avoir une base saine. Il est aussi utile de rappeler une chose que beaucoup découvrent tard. Faire pousser un avocat à partir d'un noyau est un projet passionnant, mais obtenir un arbre productif en fruits est une autre histoire. En intérieur, il est très difficile d'aller jusqu'à la fructification. Même en extérieur dans les régions adaptées, un avocat issu de noyaux met souvent de nombreuses années avant d'éventuellement produire, et les fruits peuvent être différents de ceux du fruit d'origine. Cela dit, si l'objectif est d'avoir une belle plante décorative, exotique et la satisfaction de l'avoir fait grandir soi-même, c'est déjà une excellente réussite. Et dans les climats doux à chaud, avec de la patience et de bonnes conditions, il peut vraiment devenir un petit arbre magnifique. Si je veux justement passer du simple noyau à quelque chose qui ressemble à un arbre, je dois penser dès le départ à la suite. Le rempotage viendra quand les racines auront bien colonisé le premier pot. Là encore, il ne faut ni aller trop vite ni attendre trop longtemps. Si les racines sortent par les trous de drainage ou si la plante sèche de plus en plus vite entre deux arrosages, c'est souvent le signe qu'elle a besoin de plus d'espace. Je passe alors à un pot légèrement plus grand, pas gigantesque. Chaque étape doit être progressive. Un surpotage brutal dans un contenant énorme ralentit souvent plus qu'il n'aide. L'avocat préfère généralement une progression mesurée. Le bon moment pour planter un avocat dépend donc de la germination, mais aussi du projet qu'on a pour lui. Si je veux simplement réussir le passage en terre, je vise le stade où la racine est bien développée sans être excessive et où la tige est présente ou imminente. Si je veux maximiser la vigueur future, je m'assure en plus que la saison, la lumière et le substrat soient favorables. C'est cette combinaison qui fait la différence entre un noyau qui survit quelques semaines et une plante qui s'installe réellement. Le timing n'est pas un détail secondaire, c'est le point où l'observation rencontre l'action. Je vois souvent des gens jeter un noyau parce qu'il leur semble lent ou irrégulier. Pourtant, l'avocat peut surprendre. Certains noyaux restent apparemment immobiles, puis démarrent soudainement. D'autres produisent une racine, s'arrêtent, puis repartent. Il faut donc de la patience, mais une patience active, pas une attente aveugle. J'observe la couleur de la racine, sa fermeté, la fente du noyau, l'apparition de la tige. Une racine blanche ou crème, ferme, saine est bon signe. Une racine brunie, molle ou visqueuse est inquiétante. Une tige bien droite et des feuilles qui s'ouvrent régulièrement montrent que la plante est sur la bonne voie. Tous ces indices permettent de choisir le bon moment avec beaucoup plus de précision qu'un simple nombre de jours. Il existe aussi une peur fréquente au moment de planter, celle de casser la racine. Oui, c'est possible, et c'est justement pour cela qu'il ne faut pas attendre qu'elle devienne interminable. Plus elle est longue, plus elle est difficile à manipuler. Au bon stade, la transplantation est bien plus simple. Si malgré tout une petite partie de racine est abîmée, ce n'est pas forcément perdu, surtout si la base reste intacte et que les conditions de reprise sont bonnes. Mais évidemment, mieux vaut éviter ce stress. Je manipule toujours lentement, je prépare le pot avant de sortir le noyau de l'eau et je ne laisse pas la racine à l'air libre plus longtemps que nécessaire. Un autre point souvent négligé, c'est la qualité de l'eau utilisée pendant la germination, puis l'arrosage après plantation. Une eau très calcaire n'est pas toujours idéale à long terme, surtout en intérieur, où les sels peuvent s'accumuler dans le substrat. Si je remarque des dépôts blancs ou des feuilles qui brunissent sur les bords malgré des soins corrects, je peux envisager d'utiliser une eau moins minéralisée, ou au moins de laisser reposer l'eau avant arrosage selon les conditions locales. Ce n'est pas toujours indispensable, mais cela peut améliorer nettement la santé de la plante sur la durée. Enfin, il faut accepter qu'un avocat issu de noyaux soit un être vivant avec sa propre variabilité. Deux noyaux issus de deux fruits semblables ne réagiront pas forcément pareil. L'un germera vite, l'autre lentement. L'un fera une tige trapue, l'autre sera plus élancé. Le secret n'est pas de forcer la plante à suivre un schéma rigide, mais de reconnaître le stade où elle est prête.
Et ce stade, pour le dire simplement, c'est quand le noyau n'est plus seulement en train de germer, mais qu'il est prêt à s'ancrer. Une racine solide, une tige en émergence, un substrat aéré, un pot drainé, une lumière abondante et des arrosages mesurés. Voilà la vraie réponse à la question du moment parfait. Si je devais résumer l'essentiel en une idée claire, je dirais ceci. Je ne plante pas mon avocat quand j'en ai envie. Je le plante quand lui me montre qu'il est prêt. Pas au premier signe de vie, pas après des semaines de surattente dans l'eau, mais à ce moment précis où la racine est déjà capable de fonctionner, sans encore être devenue trop fragile à déplacer. C'est ce point d'équilibre qui permet au noyau de faire la transition vers une croissance durable. Et c'est exactement là que le simple geste de planter devient le début d'un vrai petit arbre. Si on respecte ce timing, qu'on évite l'excès d'eau, qu'on offre de la lumière et de la patience, on met toutes les chances de son côté pour voir ce noyau banal devenir une plante étonnante, vivante, élégante et parfois spectaculaire au fil des mois.